Le parc national du Mercantour, créé en 1979, couvre plus de 1800 km², dont près de 680 km² de zones cœur protégées. Au milieu du 19e siècle, le massif appartient encore au royaume de Piémont-Sardaigne. C'est en 1859 que le roi Victor Emmanuel II crée une réserve royale de chasse afin de protéger les chamois, ce qui donnera l'empreinte du futur parc. Le Mercantour est assez particulier car situé proche de la Côte d'Azur, des touches méditerranéennes s'ajoutent à ces paysages alpins. Dans tout cela se trouve une très grande diversité de milieux naturels, plus de 2000 espèces de plantes, près de 160 espèces d'oiseaux et plus de 80 espèces de mammifères, dont le loup qui a fait son retour en France depuis l'Italie. Nous, c'est la truite fario que nous recherchons. Plus futée que la truite arc-en-ciel et présente naturellement en France, c'est une espèce emblématique des torrents et lacs du parc. Nous passerons les 2 prochains jours à dormir dehors, pêcher la truite, profiter des paysages et nous rendre compte qu'ici, pour obtenir quelque chose, il ne faut rien lâcher. Vendredi, 15h30, je sors du travail. La montagne nous appelle et nous répondons. Heureusement qu'elle est ici car chez elle nous trouvons refuge, loin du bruit et de la folie du monde. Ça devient compliqué d'y échapper. Mais chez elle, l'insolence de l'humain ne dure pas très longtemps. Alors nous venons, en quête de répit. J'ai entendu il y a peu une citation. Le charme de la pêche réside dans la quête de ce qui est insaisissable tout en restant à portée de main. Une succession perpétuelle d'occasions d'espérer. Espérons que la pêche sera bonne. La marche est difficile avec le sac chargé, surtout après la semaine et la journée de travail. Mais les paysages sont magnifiques, les oiseaux chantent et l'eau s'écoule, une mélodie qui ferait avancer n'importe quel homme. Sur le chemin, nous avons tellement faim que nous nous racontons chacun nos plats préférés, comme si cela faisait un mois que nous étions loin de tout dans la montagne. En arrivant au lac, il n'y a personne, sauf le silence et les truites qui gobent des insectes dans tous les sens. La tentation de préparer nos cannes et de lancer quelques mouches est forte, mais il faut monter le camp, et surtout, il faut manger. La pêche, ce sera pour demain. Juste avant la tombée de la nuit, une famille arrive en faisant beaucoup de bruit, gâchant le calme et le silence de l'endroit. Ce n'est pas notre montagne ni notre lac, bien sûr, il faut le partager. Il y a un engouement ces dernières années pour la montagne, la randonnée et tout ce qui va avec qui a amené un nouveau public ici. On dirait qu'ils viennent seulement pour valider une étape sur leur to-do list, sans vraiment prendre le temps de se rendre compte de l'environnement. Puis ils passent à l'autre chose à cocher sur la liste. Enfin, qui suis-je pour juger ? En tout cas, je vais bien dormir ce soir. Nous nous réveillons et les oiseaux chantent déjà. Les poissons sont actifs, on les entend gober en surface, ça nous motive pour pêcher. Mais d'abord, café.
Un brocard, le mâle chez les chevreuils, passe un peu plus loin devant nous. On a entendu son cri si particulier le soir avant de se coucher. Nous savourons le café encore plus. Puis ça y est, c'est l'heure de pêcher. Mika a monté des mouches lui-même que nous allons tester ce week-end. Comme nous avons vu des truites gober des papillons aux ailes blanches morts à la surface de l'eau, je monte celle qui s'en rapproche le plus. Ça y est, la montagne s'éveille. Nous, on a un peu plus de mal. Je suis bloqué là-haut. Super. Putain de merde. Nous pêchons plusieurs parties du lac en lançant toujours vers les gobages. La couleur sombre de l'eau fait que nous ne voyons pas les truites dedans et ne pouvons pas pêcher à vue, ce qui rend la chose un peu plus compliquée. Il faut lancer sa mouche puis attendre sans la quitter des yeux qu'un poisson daigne la gober. Les yeux fixés sur la mouche qui dérive lentement dans l'espoir qu'une truite monte dessus, l'esprit est vidé de toute chose. Si certains nous demandent pourquoi est-ce qu'on pêche, on leur dira sûrement que c'est pour se vider la tête. Un retour à l'état primitif de l'être humain qui cherchait à se nourrir, avec un peu plus de confort de notre côté. Quand le soleil apparaît enfin pleinement, l'activité sur le lac cesse brutalement, sauf quelques gobages par-ci par-là. Nous avons pêché au moins 2 heures, changeant de mouche plusieurs fois et baissant le diamètre de nos bas de ligne pour être plus discret. Mais rien. Il est temps de manger un peu, puis de plier le camp, direction le prochain lac. I can't imagine how the world would be not to see the gray squirrel climbing in an old tree. To walk through a cornfield and not see the wild dove flying. I believe before the world ever got that bad, I'd be on my knees a crying. Won't you fly, oh eagle fly? You better run, little cottontail run. Ici, nous sommes à 2354 mètres d'altitude. Il n'y a plus beaucoup d'arbres et le paysage est très minéral. Le lac est bien plus grand que celui d'avant et la vue est magnifique. Il y a quelques poissons actifs, alors nous nous mettons à pêcher. Nous essayons plusieurs mouches, mais le lac aura encore raison de nous. Avec le réveil qui a sonné assez tôt, je commence à fatiguer. Et on se demande aussi ce qui cloche. Mauvaise mouche, mauvaise présentation, bas de ligne trop gros. Ça pourrait être tout ça et rien en même temps. En regardant la carte, nous voyons qu'il y a d'autres petits lacs un peu plus loin, sûrement moins fréquentés. Peut-être là-bas les poissons seront plus cléments et peut-être y aura-t-il un endroit pour passer la nuit. Premier lac, pas de poissons.
Deuxième lac, toujours pas. Il nous en reste 2 à découvrir, et même s'il n'y a pas de truite, la marche aura valu le coup. En arrivant, nous voyons des truites se nourrir en surface. Bonne nouvelle. Elle part là, elle part. Elle part à gauche. Voilà, voilà, voilà. Pas loin, pas loin. Passe doucement, voilà. Toujours rien. Ah, ça gobe sec. Là. On décide d'aller pêcher un peu plus loin, et en chemin j'aperçois un tout petit lac alimenté par le gros où nous étions. Essaye de pas trop te faire voir au lac. Avec dedans plusieurs truites qui ne s'arrêtent pas de gober. C'est peut-être notre moment. Cette fois, on le sent bien. Les poissons sont très actifs, on va enfin en sortir un. C'est abusé. On n'arrive pas à faire un poisson. C'est un truc de fou. Et c'est surtout qu'il y a des gobages de partout. Ça a arrêté carrément. Ils sont partis se cacher. À ce moment-là, la fatigue commence vraiment à taper. La semaine de travail, la marche, le réveil, et tout ça pour aucun poisson. On commence à se décourager et à se poser des questions sur notre capacité à être de bons pêcheurs. Comme pour nous consoler, un bébé chamois s'amuse comme un fou à sauter dans tous les sens et faire des glissades sur une plaque de neige un peu plus haut sur la montagne. Ici, il n'y a aucun endroit pour dormir correctement. Et même si nous n'avons plus trop l'envie et la force de marcher, nous décidons de retourner passer la nuit au premier lac. Étant le plus actif niveau poisson, ce sera aussi notre dernière chance. Ce n'est plus la même ambiance qu'hier, il doit déjà y avoir une dizaine de tentes. Tant pis, notre spot d'hier soir est libre et les poissons sont là. Nous pêchons un peu en arrivant, mais pour changer, il ne se passe rien. Non, j'ai rien à bouffer. Merci. La prairie à côté de notre campement est composée d'un réseau de petits ruisseaux et de petits marécages alimentés par le lac principal. Parfois des truites s'y perdent à la recherche de nourriture, et nous en entendons une qui s'active assez proche. Toute petite. J'arrive pas. Attends. Elle est trop belle, elle est toute petite. Elle est trop belle. Enfin, une truitelle aux couleurs magnifiques qui servira de petite consolation et qui nous remotivera à pêcher ce soir pour sortir sa grande sœur. Ce qui n'arrivera toujours pas. Après tous ces lancers en vain, tous ces lacs explorés sans la moindre touche, je commence à me demander si ça sert vraiment à quelque chose de raconter l'histoire de ce week-end. Qu'est-ce qu'une vidéo de pêche sans poisson sorti de l'eau? Puis je pense à cette scène d'un film de David Lynch. So, what's the worst part about being old, Alvin? Now, the worst part of being old is remembering when you was young. Et je me dis que malgré tout, même si notre société ressemble de plus en plus à une compétition, le plus important aurait été d'être venu et d'avoir vu tout ça, d'avoir des histoires à raconter. Et certains diront que c'est une excuse de pêcheur qui revient bredouille. Peut-être qu'ils ont raison.
Quand j'y croyais le moins, cette magnifique Fario a finalement mordu. J'ai envie de crier pour appeler Mika, mais tout le monde dort encore. Papa! Je n'ai rien fait de plus que les autres jours, mais ça a mordu. Ah putain. Il y a une leçon à tirer de tout ça. La nature ne fonctionne pas comme nous, qui sommes habitués à tout avoir rapidement et facilement, et tout n'est pas parfait et ne se passe pas comme prévu comme on pourrait le croire. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de l'aventure. Pour finir, comme le dit si bien Gandalf, tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti.